Alors, bonjour. Donc, je vais parler d'agroécologie, mais je rentre du Népal et je voulais vous donner des nouvelles de l'Himalaya. Sont-elles bonnes? Sont-elles mauvaises? Qu'en pensez-vous? Mauvaises. J'ai donc, dans le cadre du prochain film Sacrée Croissance, qui vous montrera les alternatives au dogme de la croissance illimitée, j'ai fait le tour du monde pour vous montrer qu'on peut faire autrement, n'est-ce pas? Qu'on peut construire un monde différent, qu'il y a plein de gens qui le font. Et donc je suis allée au Népal parce que le gouvernement népalais a lancé un grand programme de promotion des énergies renouvelables et au fin fond du Népal, parce que de toute façon au Népal c'est le fin fond où c'est la ville. Et donc j'ai rencontré des paysans qui ont construit, il y a 300 000 paysans qui ont une petite infrastructure de biogaz local sur leur ferme. C'est absolument extraordinaire, ils ont de l'énergie solaire, ils ont de la micro-hydroélectricité sur les petites rivières, bon tout va bien jusque là. Sauf qu'ils vous disent que le climat marche sur la tête, que les moissons sont de plus en plus difficiles, qu'ils sont envahis d'insectes qu'ils ne connaissaient pas avant. Et quand vous commencez à parler, j'ai filmé une conférence internationale sur le climat et les énergies renouvelables, on vous dit carrément que dans 20 ans, le Népal sera un désert. Parce que les glaciers vont fondre, il n'y aura plus d'eau. Donc ça sera des dizaines de milliers de réfugiés climatiques, donc les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles ne sont pas bonnes et c'est donc une raison. Je vous appelle tous à vous mobiliser, n'est-ce pas? Pour au moins être capable d'encaisser les chocs qui vont venir. Alors, une manière de se mobiliser, évidemment, c'est l'agroécologie, c'est d'encourager les paysans à franchir le pas et aller vers un système agroécologique. Donc pour ceux qui a vu les moissons du futur, pour que je me rende compte. Ah oui, bon, donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller sur internet, il est pas mal piraté. Sinon il y a un DVD, il n'est pas piraté lui, mais voilà. Il y a un livre aussi, enfin en quelques mots l'agroécologie, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, après avoir fait Le Monde selon Monsanto, après avoir fait Notre poison quotidien, après avoir fait Les Pirates du Vivant, après avoir fait Argentine, Le soja de la faim, après avoir fait Blé, Chronique du mort annoncé, tous ces films qui attrapaient, on va dire, le système agro-industriel par un bout. Et à un moment, la question légitime, c'était est-ce qu'on peut faire autrement? Question d'autant plus légitime que, évidemment, on vous dit tout le temps qu'on ne peut pas faire autrement et que si on interdisait les produits chimiques, eh bien, on affamerait le monde, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un argument qu'on entend souvent et je l'ai pris très au sérieux et je suis partie refaire le tour du monde pour voir est-ce qu'on peut nourrir le monde sans pesticides. Alors, je rappelle quand même que tout en faisant mon enquête, je me disais, ceux qui disent qu'on ne peut pas nourrir le monde sans pesticides oublient de dire qu'on ne le nourrit pas non plus avec les pesticides parce qu'il y a quand même 1 milliard de personnes sur cette pauvre planète qui ne mangent pas leur faim et la majorité, 80%, ce sont des paysans, donc il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et ce modèle agro-industriel qu'on a tellement promu à grand renfort d'argent, de lobbying, enfin tout ça vous connaissez par cœur, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne fonctionne pas. Alors je veux dire que ça c'était la bonne nouvelle, j'étais partie connaissant bien évidemment l'agriculture biologique, mais j'étais partie, j'avais carrément admis l'argument qu'on entend souvent que si on passait au bio, les rendements s'effondreraient. Et je m'étais dit, bon, on va certainement avoir une baisse de rendement importante, mais c'est pas grave parce qu'on utilisera moins d'eau, moins de pétrole, moins de gaz, moins de gaz à effet de serre, moins de paysans malades, etc., etc. Moins d'érosion des sols, etc. Mais même ça, c'est la plus belle, c'est la surprise. Ça, c'est faux. Même ça, c'est faux. Alors, c'est faux, c'est-à-dire que les rendements peuvent être similaires, voire supérieurs, à condition de pratiquer une agriculture hautement savante, parce que contrairement aussi à ce qu'on voudrait nous faire croire, l'agroécologie, c'est pas revenir à l'agriculture de mon grand-père, je suis fille de paysan, je l'ai toujours dit, je le redis, je le suis toujours, c'est une agriculture très savante, n'est-ce pas? Et ça, c'est un véritable enjeu, parce que les paysans ont perdu des savoirs, et on ne leur enseigne pas, justement, par exemple, à étudier leur sol, et parce que dans l'agroécologie, la clé, c'est le sol. Hein. Donc tous les exemples que j'ai vus dans le monde, aussi bien au Mexique, au Kenya, au Sénégal, au Japon, en Allemagne, au Malawi, sont des pratiques agroécologiques qui ont en commun plusieurs principes. Un, le sol, c'est la clé. Le sol, s'il est en bonne santé, les plantes sont en bonne santé, les animaux sont en bonne santé et les hommes sont en bonne santé. Et c'est assez extraordinaire de voir des paysans qui vous disent quand j'ai une maladie sur une plante, c'est pas la plante que je soigne, mais c'est le sol.
parce que c'est le sol qui a une déficience. Alors comment avoir un sol en bonne santé? C'est là que c'est savant, hein, parce que ça dépend évidemment des terroirs, ça dépend des cultures que vous voulez faire, mais en tout cas le principe commun, c'est de rechercher la complémentarité entre les plantes. Les plantes et les arbres aussi. Alors ça c'est vraiment une vraie révolution qu'il faudrait faire dans nos pays, hein, parce que dans tous ces systèmes-là, l'arbre est un agent de l'agriculture, est un allié de l'agriculture. Ce qu'on a oublié évidemment, dans tous nos pays industrialisés, on a arraché les arbres à tour de bras pour faire de grandes surfaces et des monocultures. Donc dans le système agroécologie, il n'y a pas de monoculture, il y a des mariages de plantes, il faut trouver quelle est la meilleure plante qui se marie avec telle autre plante, ça c'est savant donc. Hein. Il y a des mariages avec les arbres, les animaux, et vous obtenez, quand vous faites ça, des rendements absolument impressionnants. Et je vous donne un exemple, je suis allée au Mexique, parce qu'ils pratiquent au Mexique depuis très longtemps, bien avant l'arrivée des Espagnols, dans quelques communautés qui ont préservé ce savoir-faire, un système qu'on appelle le système Milpa, qui consiste à semer ensemble du maïs, des haricots et des courges. Alors le maïs sert de tuteur au haricot, qui va grimper le long du maïs. Le haricot est une légumineuse qui capte l'azote de l'air et qui nourrit le maïs. Les courges recouvrent le sol, protègent le sol du soleil, de la pluie, etc. Et donc j'ai filmé ça et je suis allée à l'université de Berkeley en Californie, où un chercheur du nom de Miguel Altieri m'a expliqué que si vous comparez la productivité d'un hectare en système Milpa avec celle d'une parcelle en monoculture, eh bien vous obtenez autant de calories, autant d'aliments produits sur un hectare où vous mariez les trois cultures que sur 1,7 hectares où vous séparez les cultures. C'est la même chose en agroforesterie. Alors je ne vais pas tout vous raconter, allez voir le film, lisez le livre. Hein. Si vous avez une parcelle, vous avez un hectare où vous mariez les arbres, alors là par exemple c'est 100 noyers dans un champ de blé, 100 pour un hectare, et bien vous avez autant de production que sur 1,5 hectares où vous séparez les arbres et le blé. Donc ce sont des systèmes hautement productifs et c'est ça qui est extraordinaire parce qu'on nous a toujours fait croire que la petite agriculture familiale n'était pas productive. C'est tout le contraire. L'agriculture familiale à hauteur d'homme, c'est une agriculture hautement productive, d'abord qui gère beaucoup mieux les ressources, évidemment, qui consomme beaucoup moins d'énergie. Alors là, il y a des chiffres, hein, je ne veux pas vous embêter avec ça, qui produit beaucoup moins de gaz à effet de serre et qui n'érode pas les sols. Alors évidemment, ça marche. Le problème, c'est maintenant comment on va faire pour généraliser ces systèmes un peu partout dans le monde. Et ça, c'était la deuxième partie de mon enquête. Ça ne peut marcher que si on revoit complètement l'organisation des marchés au niveau international, national et local. International, ça veut dire, et ça Geneviève va en parler, qu'il faut se battre pour qu'il n'y ait pas de traité de libre-échange, entre guillemets, entre l'Europe et les États-Unis. Mais moi, j'ai raconté dans un film qui s'appelle « Les déportés du libre-échange », comment cet accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique avait totalement détruit l'agriculture familiale mexicaine. Donc on ne doit pas considérer les aliments comme des produits quelconques, on doit les protéger, on doit protéger les paysans localement, on doit pratiquer ce qu'on appelle le protectionnisme, c'est pas un gros mot, quand il s'agit d'aliments. Il faut donc absolument retirer l'agriculture du marché global, permettre à chaque paysan localement de pouvoir travailler et ensuite de vendre ses produits en circuit court. Ça, je vais pas revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, évidemment, parce que c'est le seul moyen de pérenniser ce modèle agricole qui à la fois protège l'environnement, les agriculteurs, les consommateurs, etc. Donc ça c'est possible et c'est pour ça que vous avez un rôle à jouer. Le seul moyen de faire face à des multinationales comme Monsanto que je connais bien, c'est la résistance citoyenne. Elle passe par le portefeuille, elle passe par une prise de conscience de ce qu'on mange et ça nous concerne tous. Donc voilà, donc l'agroécologie ça marche. Alors je voulais terminer en vous disant que, en vous parlant de mon prochain film qui se prépare là, parce que vraiment je voudrais que vous entendiez qu'il est urgent de se mobiliser. Les alternatives, vous verrez, elles existent. Je vous montrerai des histoires magnifiques dans le monde entier qui vous donneront, j'espère, l'envie de vous mobiliser. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est urgent, absolument urgent de le faire parce que nous sommes au bord du gouffre. Voilà, je ne dirai pas plus pour l'instant. Tous les signaux sont au rouge, la crise énergétique, la crise du climat, la crise financière, la crise de la biodiversité.
sans parler de la crise sociale, économique, tout ça, c'est évidemment les mêmes facettes d'un système qui est au bord de l'implosion, et quelque part, on aimerait bien qu'il change très vite, n'est-ce pas, Geneviève? Et c'est à vous de vous mobiliser partout pour montrer qu'on peut faire autrement, mais il faut faire vite parce qu'on n'a plus le temps d'attendre. Les années qui vont venir vont être très difficiles, et si on ne se prépare pas, ce sera encore plus difficile. Voilà.